Bonjour à tous. Donc merci d'être venus si nombreux. Tout d'abord, oui, je vais me présenter très rapidement. Donc, je suis architecte de formation et je suis également historien, puisque j'ai également fait des études d'histoire de l'architecture moderne, en fait. Et outre mon activité d'enseignant, j'ai eu la chance, en fait, de travailler pendant 20 ans au Havre, il y a assez longtemps. C'est entre 1974 et 1995 exactement, en fait, une période où personne ne s'intéressait au Havre, c'était même honteux d'aller au Havre, et moi j'avais été fasciné par cette ville, en fait. Donc c'est là où j'ai passé mon diplôme, en fait, et j'ai travaillé sur beaucoup de quartiers, notamment le quartier de l'Eure, dit également Saint-Nicolas, le quartier d'Anton, les grands ensembles de la Mar-Rouge et de Henri Dunant, et puis j'ai également eu l'occasion de travailler sur la reconstruction du Havre, en fait, en éditant notamment un guide d'architecture essentiellement sur cette période, qui m'a demandé beaucoup de temps, en fait, mais qui s'est avéré tout à fait passionnant, puisque l'objectif était de communiquer en quelque sorte la qualité de l'architecture de la reconstruction, en fait, à la fois aux habitants et aux visiteurs extérieurs, en fait, à une époque où, comme je l'ai dit, le Havre n'était pas à la mode comme aujourd'hui. Voilà, et donc je pense que pour la plupart d'entre vous, du fait que vous étudiez dans cette ville, vous la vivez, donc vous la connaissez peut-être plus ou moins bien, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y en a qui arrivent d'autres pays également. Donc moi, ce qui me semblait intéressant, c'est de vous faire comprendre cette ville qui n'est pas une ville qui va de soi. Je pense que quand on va dans des villes comme Paris ou Rouen, en fait, on trouve ça assez naturel. On a un centre historique, on a des rues piétonnes, on a une banlieue. Et Le Havre, c'est pas ça du tout, en fait. C'est une expérience tout à fait étonnante, en fait, assez unique au monde d'ailleurs, qui aujourd'hui d'ailleurs est visitée par des touristes vraiment de tous les pays du monde. Et c'est donc ce caractère exceptionnel de la ville dont je voudrais vous parler, en fait. Et donc, avant de parler du Havre, en fait, je voudrais vous parler de la reconstruction en France, parce qu'on ne peut pas analyser en quelque sorte un phénomène de reconstruction dans une ville sans comprendre ce qui s'est passé à la fois à l'échelle française et même internationale. Voilà, donc dans la première partie, ça sera sur la reconstruction de la France, et deuxième partie sur le Havre. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à la fin de la première partie notamment, on peut faire une petite pause et vous poserez des questions. Voilà, donc je pense que vous avez tous eu des cours d'histoire sur la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, quelques chiffres. Donc, en France, on a eu 600 000 morts, donc, issus à la fois des combats, de la déportation, de la résistance, en fait, et donc un traumatisme humain extrêmement important. Et puis, on a eu aussi énormément de bombardements, notamment sur le littoral français, avec estimé donc à environ 460 000 immeubles rasés, plus 1 900 000 immeubles dégradés, ce qui fait qu'en fait, on a eu 5 millions de Français qui se sont retrouvés à la rue, en quelque sorte, sur une population de 40 millions d'habitants. Vous savez qu'aujourd'hui, on a à peu près, je crois, 65 millions d'habitants. La France, à l'époque, n'avait que 40 millions d'habitants. Autre point très important, en 1946, en fait, c'est un peu le passage où la population devient urbaine, c'est-à-dire que la population rurale devient minoritaire, en fait, et on a donc 22 millions d'habitants qui habitent dans les villes, en fait. Ce phénomène va s'accentuer, bien sûr, avec l'exode rural, puisque l'industrie, en fait, comme elle avait commencé depuis les années, je dirais 1900, attire la main-d'œuvre rurale, en fait, vers les villes. Et donc, en 1962, on a 32 millions d'habitants dans les villes. Vous voyez, donc une poussée considérable. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus que 18 millions ou 20 millions d'habitants dans les campagnes. Donc, vous voyez cette image de Saint-Lô, là, qui se trouve en Normandie, dans la partie basse de la Normandie. Vous voyez l'état un peu de cette ville. C'est le cas pour de nombreuses autres villes, comme bien sûr Le Havre, Saint-Nazaire ou Calais.
Et donc la question, c'est en fait comment reconstruire, en fait, avec quels moyens. Le pays est complètement exsangue, hein, le pays avait été complètement pillé par les occupants nazis. On n'avait plus de matériaux, il n'y avait plus de briques, la pierre, les carrières de pierre étaient fermées. Et donc comment assurer une reconstruction rapide et de qualité, en fait, alors que rien n'était prêt pour ça, en fait, hein, puisque en 1945, en fait, la question de la reconstruction n'avait pas été vraiment posée. Vous savez sans doute qu'il y avait eu déjà un gouvernement provisoire, en fait, pendant la guerre, qui s'appelait le Conseil national de la résistance, hein, qui était présidé par Jean Moulin, et où en fait, toute la pensée politique de l'après-guerre, en fait, envisagée, était sur des questions, en fait, d'économie et de développement social, en fait, hein, ce qui est certes très légitime, mais cette question de la reconstruction, elle apparaît brutalement, en fait, à la Libération, donc en mai 1945. Donc en 1946, on a une première loi qui porte sur les dommages de guerre, c'est-à-dire que pour reconstruire, il va falloir avoir des financements. Et donc les dommages de guerre, en fait, vont être la principale source de financement. Ces dommages de guerre vont être pris, en fait, sur le budget allemand, en fait, principalement. Et on va avoir également le plan Marshall américain qui va venir, en fait, participer à cet effort de financement. Et puis on a également, donc ça c'est dès 1945, donc le MRU, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, qui va avoir en quelque sorte tous les pouvoirs pour reconstruire les villes. Les municipalités n'auront absolument aucun pouvoir. Et l'objectif, il est vaste, puisque l'objectif, c'est quoi? C'est 14 millions de logements à construire sur 20 ans. Vous savez qu'aujourd'hui, on construit à peu près, au mieux, je dirais 450 000 logements par an. Et donc c'est un effort absolument gigantesque qui va être demandé à la France, hein. Et donc, juste quelques chiffres encore, parce que c'est important, je pense. On va avoir, donc jusqu'en 1955, on construit finalement très peu. On construit 50 000 logements par an, alors qu'il en faudrait au moins 10 ou 15 fois plus. Et en fait, un point très fort, c'est la crise de l'hiver de 1954, qui était un hiver extrêmement rigoureux, où il y a eu plusieurs morts, dont des enfants. Et là, il va y avoir en quelque sorte une prise de conscience sur la misère sociale, en fait, et la pauvreté, avec l'abbé Pierre, qui est un personnage emblématique de l'histoire de France, que je pense que vous devriez tous connaître, en tout cas. L'abbé Pierre, qui était député, en fait, du parti MRP au Parlement, va alerter, en fait, les autorités et va lancer, en quelque sorte, un appel national qui va, en fait, mobiliser les députés, en fait, les décideurs politiques pour accélérer, en quelque sorte, la reconstruction. Et donc, en 1956, vous voyez, on passe à déjà 240 000 logements construits. Et ça va durer comme ça jusqu'en 1962. Donc on peut se dire que là, en 62, on a à peu près résolu les problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe en 62? On a l'Algérie indépendante. Et donc les pieds noirs français donc, reviennent en France. Ça veut dire qu'il va falloir loger 1 million de personnes en France. Et là, ça va être une deuxième étape, hein, qui n'est plus la reconstruction, mais qui est en quelque sorte la politique des grands ensembles, hein, dont je parlerai très brièvement, puisque le sujet n'est pas vraiment là. Et puis, parallèlement, on a également l'exode rural, en fait, qui continue, qui s'accélère, et qui fait qu'on a de plus en plus de besoins de logement dans les villes. Voilà, juste pour vous montrer en quelque sorte un peu la carte des conflits donc en 1942. Hein. Vous avez donc le Troisième Reich en vert, en fait, avec ses alliés, les pays occupés. Et vous avez donc les résistants qui sont donc principalement l'URSS, hein, et le Royaume-Uni. Et vous avez donc sur cette carte, vous voyez une ligne de front qui s'appelle le mur de l'Atlantique, en pointillé rouge, et qui est la ligne de défense en quelque sorte des occupants contre les attaques qui peuvent venir donc soit du Royaume-Uni, soit des États-Unis. Et donc ce mur de l'Atlantique, c'est une sorte de suite de forteresses, de bunkers en quelque sorte, de bases sous-marines, qui va être en quelque sorte la carapace de l'occupant,
et qui, malgré cette solidité du béton, en fait, va craquer en fait en quelques jours avec les bombardements des Alliés. Et donc les bombardements des Alliés sur cette ligne du mur de l'Atlantique va bien sûr occasionner aussi toute une série de bombardements sur les villes et donc la destruction d'énormément de villes côtières, qu'il s'agisse de Brest, de Saint-Nazaire, du Havre, de Caen, de Calais, de Dunkerque, et comme ça jusqu'en Norvège en fait. Hein. Donc il faut bien comprendre le pourquoi de ces reconstructions aussi. Voilà, donc juste quelques images ici. Vous voyez Saint-Nazaire en 1946. Totalement rasé, et donc le seul élément qui reste, je ne sais pas si vous le voyez sur la photo du bas, vous avez sur la droite en fait la base sous-marine qui abritait les sous-marins allemands, qui, du fait de sa structure béton avec une dalle de 3,50 m d'épaisseur de béton, a résisté à tous les bombardements, alors que tout le reste de la ville a été totalement détruit. Et donc cette base sous-marine, d'ailleurs, pour mémoire, en fait, a été réutilisée aujourd'hui en espace culturel. Voilà, autre cas ici, à Rouen par exemple, hein, vous voyez les images de destruction pendant les bombardements, vous voyez les incendies sont encore en cours, Ville de Dieuze également, et donc chaque ville en fait a subi ces bombardements, et on retrouve aujourd'hui encore, vous voyez sur la carte de gauche, en fait les impacts des bombes en fait exactement localisés. Pourquoi il y a eu ces cartes? C'était pas pour faire l'histoire des bombardements, c'est parce que pour être indemnisé, pour qu'un propriétaire soit indemnisé en tant que dommage de guerre, en fait, il fallait démontrer que la bombe était bien tombée au bon endroit, en fait, si je peux dire, ou plutôt au mauvais endroit. Et donc, avec ces cartes, en fait, on localisait exactement les immeubles qui avaient subi ces bombardements. Voilà, et donc on se retrouve avec des millions de sans-abri en quelque sorte, et ces sans-abri vont se réfugier bien sûr dans des taudis absolument infâmes en général. Hein. Là vous avez une image d'un taudis tout à fait typique de l'époque, hein, où les familles s'entassaient dans des conditions épouvantables, donc d'où des sources de maladies, de misère sociale. Et donc la question, c'est comment reconstruire. Avec le problème qui est que, en fait, l'urgence, ce n'est pas le logement pour le gouvernement, mais c'est l'industrie, en fait, puisqu'il faut remonter une économie qui avait totalement, explosé avec l'occupant, puisque les usines françaises servaient essentiellement, en fait, à fabriquer des produits qui étaient ensuite exportés en Allemagne. Et donc, ces affiches, vous voyez, de l'époque sont tout à fait significatives. Donc, les secteurs prioritaires, ça va être quoi? Ça va être la sidérurgie, ça va être le secteur minier, et ça va être l'industrie chimique, en fait, hein, très clairement, ainsi que, bien sûr, les transports, les voies de chemin de fer pour transporter les produits finis, en fait, les produits manufacturés. Et donc, les forces, ça va être notamment sur le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. En fait, on va mobiliser les mineurs très fortement, même les dirigeants politiques, dont notamment le leader du Parti communiste de l'époque, Maurice Thorez, hein, qui participe au gouvernement, va aller sur place, en fait, exhorter les mineurs pour doubler d'efforts, en fait, pour remonter, en fait, la France. Voilà. Et donc, pour comprendre comment va se faire cette reconstruction, il faut relire les textes de l'époque. Hein. Et donc on a en fait une plaquette très instructive, hein, qui a été éditée par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, hein, qui a été en fait écrite par des architectes, que ça soit Auguste Perret, que ça soit Le Corbusier ou d'autres architectes de l'époque très connus en fait. Hein. Et donc ces principes directeurs vont en principe s'appliquer à toutes les opérations. Et donc c'est intéressant de comprendre, parce que aussi pour comprendre par exemple la reconstruction du Havre, il faut comprendre l'esprit de l'époque. Et cette plaquette, elle est tout à fait instructive. Vous voyez en haut, en fait, à gauche, on refuse le quartier sans poumon, c'est-à-dire un quartier dense, dit insalubre en fait, avec des rues.
des cours très étroites. Hein, vous voyez que les petites taches blanches sont minuscules. Et quand on dit sans poumon, ça veut dire quoi? Ça veut dire un quartier qui est susceptible d'occasionner la tuberculose, hein, puisqu'on avait constaté que la tuberculose était en fait principalement centrée sur les quartiers anciens et les immeubles insalubres. Donc l'idée, c'est une nouvelle hygiène en fait, c'est l'air, la lumière et le soleil. Et donc on va faire table rase en fait de l'existant. Et surtout, on ne va pas mixer en fait des immeubles qui seraient même en bon état avec des immeubles neufs. Parce que la logique, c'est vraiment la table rase, donc un nouvel urbanisme en fait, qui apporte ces conditions d'hygiène. Voilà. Et donc autres exemples ici, vous voyez, on refuse en fait le tracé traditionnel des pavillonnaires, parce qu'on aurait pu faire aussi des lotissements, et on considère que les tracés traditionnels sont périmés en fait. Voilà. Et donc, alors je pense que cette page a été écrite directement par Auguste Perret, donc l'architecte de la reconstruction du Havre. L'angle droit, c'est la règle naturelle, donc ce qui peut tout à fait bien sûr expliquer le Havre, hein, notamment parce que toutes les villes reconstruites n'ont pas été faites par des angles droits. Mais c'est je ne sais pas si vous arrivez à lire le texte, mais on parle de refus d'une sentimentalité désuète en fait. Hein, et que en fait, l'industrie, désormais, est au service de l'architecture, c'est-à-dire qu'en fait, on va commencer à préfabriquer à grande échelle, parce qu'il va falloir construire de façon économique, de façon rapide, avec une main-d'œuvre qui souvent n'est pas qualifiée, et donc des techniques simples, en fait, rapides de mise en œuvre. Voilà. Et donc, je vous montre quelques exemples hein, de la reconstruction en France. Hein, c'est bien sûr pas exhaustif, parce qu'il y a quand même à peu près, je pense, une centaine de villes qui ont été reconstruites. Mais on a, après, je dirais, ces principes directeurs, on a des variations extrêmement fortes. Hein. Vous avez en haut à gauche donc l'exemple d'Orléans, vous voyez, qui est une architecture relativement traditionnelle, avec des rues, avec des commerces en rez-de-chaussée, avec des toitures en pente, avec des souches de cheminées, mais avec une préfabrication qu'on ne devine pas forcément ici, mais une systématisation, notamment des panneaux de façade, hein, vous voyez la trame des panneaux de façade, et également de ce qu'on appelle les cadres baies, c'est-à-dire c'est des fenêtres qui sont prises dans un cadre béton et qui sont directement apportées depuis l'usine de préfabrication sur le chantier. Autre cas ici, vous voyez à Dunkerque, là on est plutôt dans des architectures avec des courbes, hein, avec de la brique, on est dans le nord de la France, hein, donc c'est très différent. Et puis bon, Le Havre, je n'insiste pas en bas là, on en reparlera. Et puis vous avez aussi l'exemple de Le Corbusier avec les cités radieuses, puisque en fait le ministre de la reconstruction qui s'appelait Claudius Petit a en fait invité Le Corbusier à participer à la reconstruction sur plusieurs villes, et notamment à Marseille et à Rézé-les-Nantes, avec une architecture qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaissait jusque-là. Les cités radieuses sont des immeubles collectifs, vous voyez, sur pilotis en fait, et ce sont des immeubles tout à fait autonomes parce que en fait ils intègrent des nouvelles notions, c'est-à-dire que ce n'est plus uniquement de l'habitat, mais c'est une ville en fait dans un immeuble, c'est-à-dire que vous avez l'école maternelle, vous avez la crèche, vous avez des commerces, vous avez un hôtel qui permet d'accueillir notamment les visiteurs des familles quand les logements sont trop petits, donc une architecture totalement révolutionnaire en fait qu'on va retrouver dans plusieurs endroits en France. Voilà. Et puis, autre cas ici, c'est l'exemple de Saint-Malo. Vous voyez, l'état avant et après, en fait, on a l'architecte Louis Arech, en fait, a une position totalement différente. C'est-à-dire qu'il a considéré qu'il fallait restituer à l'identique les façades, en fait. Donc, vous voyez l'image que vous voyez donc sur la droite, l'immeuble de droite est un immeuble totalement neuf, en fait, mais rien ne pourrait le laisser supposer. Donc c'est très beau, mais la question qui s'est posée, c'est que en fait, ces logements ont été reconstruits à l'identique avec toute cette dimension, je dirais, d'insalubrité, de manque de lumière naturelle, d'ensoleillement. Et ces logements, donc, n'ont pas, en fait, finalement, malgré cette image rassurante de l'histoire de Saint-Malo, ces logements n'ont pas plu en fait aux habitants, qui sont très souvent partis en fait à l'extérieur des remparts pour habiter des logements sains et confortables.
Voilà, donc la cité radieuse de Marseille ici, donc vous voyez cette architecture de pilotis, de béton armé sur une trame régulière métallique. Et l'idée, c'est donc de concentrer dans un même immeuble les habitants plutôt que de les placer sur un lotissement. Donc vous voyez que la petite image ici sur la droite, elle est intéressante parce qu'elle vous montre, en fait, si on avait fait un lotissement de maisons individuelles, le territoire que ça aurait pris sur la ville de Marseille. Vous voyez en blanc, c'est la trame. La trame d'une ville pavillonnaire en fait équivalente en nombre d'habitants logés. Et donc l'idée c'est de dégager un maximum de terrain en fait pour rendre ces terrains ouverts aux espaces verts, aux jeux, à la détente en fait, puisque le sport fait désormais partie de la vie moderne en quelque sorte, et vous avez d'ailleurs sur le toit de la cité radieuse une piste de jogging, hein, chose tout à fait innovante à l'époque en fait, hein, dans un immeuble collectif. Voilà, avec ici des plans qui sont aussi assez étonnants. Alors la petite image que vous avez donc sur la gauche est significative, vous voyez, c'est l'immeuble en fait inscrit dans un parc végétal desservi par une voie automobile qui finalement ne s'est pas réalisée. Et puis on est, vous voyez, l'ensoleillement est fondamental. La question c'est donc il faut que tous les logements soient ensoleillés au moins 2 ou 3 heures par jour. Il y a des normes qui sont éditées à l'époque. Et vous avez aussi la relation au paysage qui est très forte puisque vous avez dans le fond les îles du Frioul à Marseille, donc et la Méditerranée. Et donc cet habitat c'est aussi un moyen de contempler le paysage, hein, qui fait partie donc du confort moderne. En fait. Et là, vous avez donc une coupe sur les logements qui sont assez complexes, qui sont en fait imbriqués les uns dans les autres et desservis par une sorte de galerie centrale. Vous voyez, avec un immeuble qui est très épais, parce que je crois qu'il fait dans les 24 mètres d'épaisseur, hein, c'est très profond, alors qu'un immeuble classique fait à peu près 8 mètres à 9 mètres. Aujourd'hui, on passe à peu près à 10-12 mètres, mais vous voyez que c'est une prouesse aussi technique de réalisation. Voilà, autre cas ici, avec l'exemple de Royan, plus au sud. Royan également a été bombardé. Et là, en fait, on a une architecture extrêmement différente, qu'on a souvent dit, c'est une architecture tropicale. C'est une ville balnéaire, hein, donc c'est très différent. Et donc le souci, c'était aussi de redonner une image balnéaire, en fait, et à travers un concept assez étonnant, puisque en fait, l'architecte Claude Ferret tombe par hasard en 1947 sur la revue, le magazine d'architecture bien connu, l'architecture d'aujourd'hui, spécial Brésil. Et donc il va être absolument fasciné par le contenu de l'architecture brésilienne moderne, hein, qui était tout à fait d'avant-garde. Et en fait, il va reproduire énormément d'éléments, des claustras, des éléments de protection solaire, vous voyez, des sortes de corniches, donc toute une architecture pensée par rapport au soleil, qui va finalement donner une très grand intérêt en fait à cette reconstruction, puisqu'aujourd'hui c'est une ville qui est très visitée et extrêmement belle, que ce soit dans les immeubles collectifs ou les maisons individuelles, vous voyez, qui sont tout à fait typiques des années 50, hein, avec l'utilisation de la couleur, avec des très beaux détails, vous voyez, de garde-corps, de pilotis et autres. Également les édifices publics, vous voyez ici l'église en béton armé, ou bien vous voyez ces immeubles collectifs là qui sont qui pourrait être daté d'aujourd'hui, ça pourrait être de 2017, on serait pas tout à fait étonné, quoi. Voilà, et donc la question qui se pose, comme je vous l'ai dit déjà, je crois, c'est la pénurie de matériaux, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus rien en France, en fait, et la seule chose qu'on peut s'imaginer, c'est la préfabrication, en fait, l'industrialisation, et l'utilisation également du béton armé. Alors, préalablement, il va quand même y avoir des importations, puisqu'en fait, beaucoup de pays comme les États-Unis, la Suède ou la Finlande, en fait, qui avaient déjà développé la préfabrication, notamment en bois, d'une longue tradition, va en fait envoyer en France des systèmes préfabriqués, comme vous le voyez sur ces photos, en fait, et qui permettent donc une réalisation de chantier bien rapide, hein, c'est monté je dirais en 1 ou 2 journées en fait, hein. Il va même y avoir à Paris une exposition sur les techniques américaines, hein, qui va être une sorte de révolution dans la connaissance des techniques modernes. Et puis à cette époque-là aussi, en 1947, le ministère va lancer des concours
sur la préfabrication, et on va avoir des brevets qui vont être déposés sur 27 nouveaux procédés de préfabrication qui vont permettre en fait une production à grande échelle. Voilà, avec par exemple ici l'exemple du bloc B dont je vous ai parlé déjà à Orléans, vous voyez, qui avait déjà été en fait, qui avait fait l'objet d'un concours déjà pendant la guerre en fait. Donc là vous avez le prototype. Hein. Et puis vous avez même au Salon des Arts Ménagers, qui était une grande manifestation de l'époque où toutes les familles allaient par centaines de milliers. Donc à Paris, vous aviez le Salon des Arts Ménagers avec Le Corbusier qui expose des prototypes de logements industrialisés. Voilà, et puis le summum, c'était bien sûr ce qui était malheureusement très peu réalisé, c'est les architectures d'acier à trame régulière, en fait, vous voyez, qui permettent un montage extrêmement rapide, mais le problème, c'était que l'industrie de l'acier, en fait, en France, était très peu développée, et que la France est un pays de bétonneux, au bon sens du terme, hein, et donc la tradition du béton, des grandes entreprises de béton armé, a prévalu et a fait qu'on a fait très peu d'acier, contrairement à l'Allemagne. Voilà, et donc la reconstruction, c'est aussi l'expression d'un nouveau mode de vie. C'est une révolution, je dirais, culturelle, en fait, hein, avec notamment l'idée que le commerce n'est pas forcément en pied d'immeuble, et qu'on peut regrouper des commerces et notamment créer des... C'était pas encore les hypermarchés, mais créer des supérettes, on peut dire, à l'époque. Hein. Et donc chaque quartier, je dirais, va s'équiper de supérettes. Et là, vous avez la première supérette, supermarché qui est faite, je crois, vers 1954. Nouvelle révolution, bien sûr, fascination des habitants devant ce nouveau mode de consommation. Voilà. Et puis, ça va être aussi le développement de nouvelles architectures. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu le film de Jacques Tati, qui était un grand cinéaste français, un des plus grands, avec ce film Mon oncle, en fait, où il oppose en fait deux modes de vie, un mode de vie traditionnel humaniste dans les quartiers anciens, en quelque sorte, et puis en opposition la maison de la sœur de l'oncle en question, qu'on voit ici, l'oncle, on le voit là-haut sur son balcon. Et là, donc, une maison dite d'avant-garde avec tous les progrès du confort moderne, vous voyez, avec cette façade qui est un décor, bien sûr, elle a été réalisée que pour le film, mais qui est l'expression, vous voyez, d'un nouveau mode de vie, le cubisme en quelque sorte, et tout la transparence et le confort moderne. Voilà. Et puis, bien sûr, la reconstruction, c'est pas seulement de l'habitat, mais c'est aussi des équipements publics qui manquaient cruellement. Alors notamment Saint-Lô, vous savez que Saint-Lô a été, je crois, la ville la plus bombardée de France, en fait. Hein. Et donc on a construit donc le nouvel hôpital d'un architecte américain très très important dans l'histoire de l'architecture qui s'appelait Paul Nelson. Et vous voyez qu'il construit cet énorme bâtiment, en fait, avec d'ailleurs des fresques qu'on va demander au peintre Fernand Léger, ou plutôt des mosaïques, je crois. Et puis on va avoir aussi des innovations techniques avec, vous voyez, cette salle d'opération qui était éclairée d'une centaine de luminaires, en fait. C'est une forme ovoïde tout à fait exceptionnelle, salle d'opération qui ne sert plus aujourd'hui, mais qui est classée monument historique. Voilà, c'était une première introduction. Je ne sais pas, est-ce que vous avez quelques questions sur la reconstruction de la France ? Ou vous préférez que je continue directement? Bon, apparemment pas de questions, les choses sont claires. Donc je passe donc au deuxième volet de cet exposé sur la reconstruction du Havre, hein, qui est vraiment à interpeller beaucoup de monde en fait, hein, et qui laissait un peu pantois, je dirais, les visiteurs qui notamment prenaient les ferries vers l'Angleterre ou vers l'Irlande et qui passaient dans cette ville sans comprendre en fait le pourquoi. Moi personnellement j'ai eu un sorte de choc culturel dans mon enfance. Je devais avoir 6 ou 7 ans et j'allais en fait voir l'ouverture du nouveau musée André Malraux, qui était en fait la première maison de la culture, et je découvre cette ville. En fait, je n'avais jamais vu une ville moderne en quelque sorte. Je connaissais que des villes comme Dieppe, comme Rouen, comme Paris, et c'était un véritable choc visuel en fait de découvrir cette architecture extraordinaire qui interpellait complètement, quoi.
Et c'est très étonnant parce que ce n'est que donc 20 ans après que j'y suis retourné pratiquement, et c'est resté dans ma mémoire. Donc je pense que ces éléments de mémoire sont très importants pour vous aussi, parce que vous avez tous traversé des paysages divers et ça reste, je pense, ancré dans la mémoire de chacun. Voilà. Et donc la question, c'est comment comprendre cette ville qui peut paraître de loin comme un exemple un peu caricatural de grand ensemble, mais qui ne l'est pas du tout. Et qui s'observe donc au niveau du piéton, mais qui peut s'observer aussi des points hauts de la ville, hein, puisque dès qu'on monte dans le coteau, en fait, on découvre la ville de façon totalement différente, hein, notamment dans son rapport au paysage, hein, puisque c'est une ville qui dialogue avec son paysage maritime, avec le port gigantesque du Havre. Et donc aujourd'hui, enfin je ne vais pas vous parler de toute la reconstruction du Havre, ça serait énorme, mais je vais plutôt me centrer sur la partie du centre-ville, hein, qu'on a souvent appelé le triangle d'or, c'est-à-dire la partie qui est comprise en fait entre le musée André Malraux, la gare en fait et la porte Océane en fait, hein. C'est la partie qui est en cercle rouge ici. Voilà, alors ce qui est important aussi pour comprendre le plan de cette ville, parce qu'on pense souvent que c'est Auguste Perret en fait, qui a tout fait. En fait, il n'a fait que reprendre des éléments préexistants. Et pour ça, il faut se replonger dans la naissance de la ville donc au XVIe siècle. Hein, là, on fête le 500e anniversaire de la ville cette année, et de comprendre comment cette ville a évolué. Et vous avez donc, vous voyez, le premier plan là, est en haut, fondation, et en bas vous avez un plan du XVIIIe siècle avec déjà, vous voyez, une trame régulière orthogonale, qui n'est bien sûr pas d'Auguste Perret, mais qui est d'un certain Lamandé en fait, qui dessine le plan de cette ville. Et donc dès le XVIIIe, en fait, on a une trame régulière dans cette ville, qui est chose extrêmement rare en France, hein. Il y a très peu de villes comme ça. Et on a en partie bleue, vous voyez, le quartier plus ancien qu'on appelle le quartier du Perret, hein, P-E-2-R-E-Y, hein, non pas le nom de l'architecte, hein, vous voyez, avec là des rues plus étroites, autour notamment de la cathédrale. Voilà. Et donc, quand on comprend, on veut comprendre cette ville, il faut aussi voir qu'est-ce qui s'est passé donc, dans les années, notamment au XIXe siècle, hein, puisque vous avez une ville qui est, donc vous retrouvez la trame orthogonale, et vous avez une ville qui est prise dans ses remparts, en fait, hein, et on voit parallèlement une première expansion urbaine, hein, d'une part sur le coteau, hein, avec les différents quartiers autour, et puis surtout le développement du port, hein, avec ici déjà les magasins généraux, les entrepôts, le développement du quartier de l'Eure, vous voyez. Et donc on comprend bien que la ville en fait éclate, ses remparts n'ont plus de sens stratégique, et donc les remparts vont être détruits à la fin du XIXe siècle, et on va se retrouver donc au début du XXe avec une ville donc qui se développe d'une part dans son territoire portuaire et d'autre part sur les coteaux, vous voyez, des quartiers, que ce soit Sanvic et autres en fait. Et donc à cette époque, la ville est bien sûr une grande ville industrielle. Et vous retrouvez ici donc en fait l'emplacement de l'espace Niemeyer, en fait l'ancien théâtre. Vous retrouvez l'emplacement de la mairie, de la place de la mairie. Vous retrouvez donc le bassin du commerce. Vous retrouvez l'avenue François Ier. Avec ici déjà des chantiers navals, les chantiers Augustin Normand, vous voyez, qui sont bien sûr au contact de l'eau. Et donc, vous voyez que la ville est extrêmement structurée à cette époque-là. Et en 1930, en fait, l'expansion, je dirais, continue, essentiellement sur les poteaux et dans le développement portuaire. Mais bien sûr, en 1930, rien ne laisse supposer que cette ville peut disparaître tout d'un coup.
Voilà, et donc la question, c'est donc comment comprendre comment on est passé, vous voyez, d'un plan à un autre, en fait, d'un paysage à un autre, d'une façon aussi brutale, et bien sûr dans un choc culturel pour les habitants, en fait, hein, qui ont subi, bien sûr, de plein fouet ces bombardements, puisque, comme vous le savez sans doute, hein, Le Havre a été bombardé pendant toute une nuit, je crois la nuit du 12 septembre 1944. Vous avez eu un ensemble de... Je crois que vous avez 12 000 bombes qui sont tombées sur la ville. Vous avez, je crois, 12 000 immeubles détruits, des milliers de personnes sans abri, un nombre de morts considérable, hein, puisque les habitants n'ont pas été prévenus, je dirais, si on peut dire, dans les temps voulus, et que c'était en fait les plus démunis qui habitaient donc dans le centre-ville à l'époque, les plus pauvres, et qu'il y a eu également des abris, comme le tunnel Jenner, en fait, où les gens se sont réfugiés dans ce tunnel. Le tunnel a été bombardé de deux côtés, et les gens, en fait, sont morts étouffés, en fait, dans ce tunnel. Donc un drame terrifiant, un traumatisme inoubliable, en fait. Avec la question donc comment reconstruire cette ville, avec quels moyens et avec bien sûr quelle architecture. Voilà, et donc les milliers de sans-abri vont être pendant une bonne dizaine d'années relogés dans on pourrait dire presque des baraquements provisoires, hein. Là vous avez ce qu'on appelait les demi-lunes, hein. Vous voyez, c'est des bâtiments qui avaient été fournis par l'armée canadienne en fait, en tôle. Sans bien sûr aucune isolation thermique, et qui se trouvaient dans la forêt de Montjon. Alors on va avoir plusieurs camps on peut dire de réfugiés en fait, hein, qui vont se retrouver d'une part sur le quai Georges V également, enfin, dans plusieurs secteurs. Les gens vont vivre dans des conditions assez dramatiques, donc dans une vie presque sauvage dans la forêt de Montjon notamment, jusqu'à ce que par exemple le quartier de la Barre-Rouge, vous voyez, vienne reloger les habitants qui avaient été abrités dans la forêt de Montjon. Voilà, et donc c'est toujours intéressant de lire la presse de l'époque, hein. Là vous avez un article de mai 1959, donc on est quand même, vous voyez, 15 ans après les bombardements, et là vous avez toujours les habitants de la forêt de Montjon, vous voyez, qui habitent dans des conditions dramatiques. Avec le nom, on retrouve, vous voyez, les noms des maisons. Là, c'est le Tropical Steel. Donc, vous voyez, c'est des bâtiments en métal préfabriqués qu'on appelait Tropical. Sans doute, c'était destiné, en fait, à d'autres climats. Et donc, en fait, en 1945, en fait, la municipalité, je crois, qui était dirigée par le maire Pierre Courant, en fait, a dans l'idée qu'en fait, on va reconstruire la ville à l'identique, en quelque sorte. On fait appel, donc on avait déjà fait appel parce qu'il y avait déjà eu des premiers bombardements en 1940, hein, des bombardements allemands cette fois-là. On avait fait appel à un architecte, Henri Kolbock, qui était Grand Prix de Rome, donc une personnalité du monde de l'architecture, qui va développer un projet très monumental, vous voyez, de système radioconcentrique, en fait, où tout est centré en fait sur la mairie. Et ce plan donc est adopté par la mairie, mais ne verra jamais jour en fait, puisque en fait le décideur ce n'est pas la municipalité, c'est le ministère de la Reconstruction. Et donc le ministère de la Reconstruction nomme lui-même ses architectes en fait, et dans le cas du Havre, c'est Auguste Perret qui va être appelé. Il a déjà, je crois, il a près de 70 ans à l'époque, hein. Il a une carrière très très longue puisqu'il a commencé déjà à construire dans les années 1905. En fait, ce n'est pas lui directement qui demande, mais ce sont en fait ses élèves qui vont au ministère faire une démarche pour demander à ce que Auguste Perret ait une opération prestigieuse en fait, qui vienne clôturer en quelque sorte sa carrière extraordinaire. Et donc Auguste Perret a beaucoup écrit, donc c'est toujours intéressant de noter ces phrases où il parle d'uniformité. Il est contre le désordre, en fait, le désordre urbain. Et donc, il est pour une architecture uniforme. Donc, ça explique bien le Havre. Et puis, l'idée, c'est le béton armé, en fait. La ville sera en béton armé, vous voyez, mesurée et fonctionnelle, scandée par le rythme sévère et constant de la travée structurelle. Il faut savoir que
Auguste Perret est le maître du béton armé en France. Il crée dès 1900 une entreprise avec ses deux frères, une entreprise à la fois de construction et d'architecture. Et c'est lui qui va vraiment développer les nouvelles techniques de béton armé, au point que même Le Corbusier viendra, un peu plus jeune que lui, donc viendra faire un stage chez Auguste Perret en 1910, je crois, pour apprendre ces techniques. Voilà, et donc juste pour vous montrer en fait quelques exemples de réalisation de Perret qui font mieux comprendre l'architecture du Havre. Hein. Avec le premier immeuble, on dit souvent que c'est le premier immeuble moderne à Paris, rue Franklin dans le 16e arrondissement. Oui, cet immeuble qui est tout en béton armé, en fait en poteau-poutre, mais qui est à cette époque encore habillé par des céramiques de grès émaillé. Une architecture qui, outre sa structure béton, est intéressante parce que vous voyez que la dimension des fenêtres est gigantesque. On a une façade presque totalement vitrée, grâce justement au béton armé qui permet de libérer les façades. Et puis on a également des terrasses, vous voyez, qui permettent un plein ensoleillement des logements. Avec des plans tout à fait innovants pour l'époque. Vous voyez, vous avez un plan typique. Alors, c'est pas du tout du logement social, hein, c'est du logement bourgeois. Mais vous avez, vous voyez, un séjour en position centrale qui dessert les chambres avec une ouverture plein sud, donc un développé de façade très lumineux, vous voyez, qui donne une ambiance tout à fait moderne dans le logement. Voilà, autre exemple ici, ça c'est l'immeuble construit en 1930 par Auguste Perret, donc où il a lui-même habité et travaillé. Donc là, on est déjà, on pourrait dire que c'est pratiquement un immeuble havrais de 1950. Il n'y a pratiquement pas de différence. Vous retrouvez la trame en béton armé poteau-poutre, hein, apparente. Vous retrouvez les panneaux de béton armé préfabriqués, vous voyez, qui viennent se greffer sur les façades. Et vous retrouvez surtout le système modulaire des fenêtres verticales, hein, contrairement à Le Corbusier qui, lui, faisait essentiellement des fenêtres horizontales. Perret est dans la tradition classique française, la fenêtre doit être verticale, mais elle est préfabriquée, donc avec ses cadres béton. Et elle est systématique, puisque vous voyez que dans cet immeuble, à peu près toutes les fenêtres sont de la même dimension. Voilà, autre cas également très important, c'est l'église Notre-Dame-du-Racy, construite vers 1926 dans l'est de la banlieue parisienne. Donc une église en béton armé qui va être en quelque sorte le prototype de l'église Saint-Joseph au Havre. Hein. Là, je crois que c'est un peu moins de 100 mètres, mais l'église Saint-Joseph fait 107 mètres de haut, donc c'est déjà un prototype intéressant, et c'est surtout aussi une structure de béton armé extrêmement fine, vous voyez, avec ces voûtes en fait de béton armé, ces poteaux extrêmement fins, et cette transparence des façades, vous voyez, avec ces vitraux tout à fait magnifiques, hein, qui donnent une atmosphère presque mystique en fait à cet espace de l'église. Voilà. Autre cas très important également, c'est le musée des travaux publics à Paris, donc construit dans les années 30, avenue d'Iéna, qui est devenu aujourd'hui d'ailleurs le Conseil économique et social, avec ce magnifique escalier, vous voyez, en béton armé, avec la sous-face en béton bouchardé, c'est-à-dire traité en fait, martelé en fait par un système en fait de relief. Et vous avez également, vous voyez, l'importance aussi des garde-corps qui sont en laiton en fait, hein, avec un dialogue, donc des matériaux tout à fait étonnants. Et en fait, c'est cet escalier-là qui va servir de prototype à l'escalier de l'hôtel de ville que vous avez peut-être visité. On est exactement dans la même veine en fait. Hein. Voilà. Et donc la force de Perret, c'est pas seulement son talent sur le béton armé, c'est qu'il a une véritable équipe avec qui il travaille depuis de nombreuses années. Il a en fait 17 architectes avec lui qui lui sont entièrement dévoués. C'est vraiment le maître dans tout le sens du terme. Hein. Et donc, en fait, il est le seul, je dirais, pratiquement prêt à affronter une telle épreuve, c'est-à-dire reconstruire une ville de 150 hectares. C'est gigantesque en très peu de temps. Et donc, quand il arrive au Havre, en fait, il vient avec toute son équipe. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'arrivée
l'arrivée de toute une équipe, avec ce côté un peu aussi en même temps désuet. Vous voyez comment est habillé Auguste Perret, avec son chapeau, sa canne, son nœud papillon et ses guêtres qu'on ne voit pas ici. Donc en même temps, c'est un personnage un peu d'une autre époque, presque du XIXe siècle, mais qui en même temps a cette modernité de construction. Voilà. Et donc, la tâche qui va être dévolue à Auguste Perret, c'est donc avant tout de reconstruire le centre-ville. Et là, on a le principe, vous voyez, de division en îlots. Alors, contrairement à Le Corbusier, qui lui n'aurait pas reconstruit de rue, il aurait procédé tout à fait autrement. Excusez-moi. On travaille par îlot, en fait. Hein. Vous voyez que chaque îlot est numéroté par zone, en fait. Hein. Vous avez le secteur V, vous avez le secteur S, hein, vous avez le secteur Y. Et donc, c'est un principe d'architecture en îlot avec des rues. Ça, c'est très important parce que ce n'est pas le cas de toutes les reconstructions. Et donc, l'idée majeure aussi, c'est la notion de remembrement. Remembrement, donc ça veut dire qu'en fait, on gomme complètement le parcellaire existant, donc le système de propriété privée qui existait, et on crée en fait un nouveau parcellaire en fait d'îlots. Dans chaque îlot, on va construire des immeubles qui ne correspondront plus du tout en fait aux parcelles d'origine. Et donc vous imaginez l'attitude des propriétaires, la réaction des propriétaires d'origine quand on leur a dit vos immeubles, d'une part, on ne va pas les construire à l'identique, alors qu'ils n'attendaient que ça, bien sûr. Vous n'aurez plus votre immeuble à vous, mais vous aurez en fait des parts d'immeubles, en fait, des parts de logements en fonction des indemnités que vous avez. Donc certains propriétaires auront un studio, d'autres auront un immeuble entier. Et donc ça peut expliquer aussi le rejet de la reconstruction par, je dirais, la bourgeoisie havraise, parce qu'en fait, elle n'a pas retrouvé ses billes. En fait, on lui a donné quelque chose qui ne correspondait plus du tout à l'image qu'elle avait acquise de ce patrimoine transmis sans doute de génération en génération, d'immeubles avec ces ornementations où chaque immeuble était différent. Et c'est pour ça en fait qu'on a parlé d'une sorte presque de soviétisation des façades. En fait, c'est un terme qui était employé à l'époque par l'opposition, puisque en fait toutes les façades étaient très homogènes, hein, avec la même fenêtre un peu partout. Et donc on a dit c'est une architecture soviétique, hein, alors qu'à l'époque en plus la municipalité n'était pas de gauche, c'était une municipalité centriste en fait, qui n'avait rien à voir avec une idéologie de type soviétique en fait. Hein. Et donc c'est une architecture qui est une architecture d'îlot, où les architectes, notamment Jacques Tournant, qui était le principal adjoint de Perret, qui va d'ailleurs se fixer au Havre complètement, c'est lui qui va être l'artisan du remembrement, et donc qui va définir à chaque fois, avec les spécialistes des finances, je dirais, du fisc, la part de chaque propriétaire, donc en dessinant donc, des îlots, en fait, où l'équipe Perret sera maître d'œuvre de toute l'opération, mais on va désigner après des architectes d'opération pour chaque îlot, qui pourront être soit des architectes de l'équipe Perret, soit des architectes locaux, hein, sachant qu'en 1945, il y avait très peu d'architectes locaux, il y avait peut-être 2-3 architectes diplômés, c'était en quelque sorte un désert aussi en termes d'architecture. Voilà. Et donc, la question, c'est quelle forme urbaine apporter au Havre, en fait. Et donc, il va y avoir beaucoup d'essais, bien sûr. Donc là, vous avez des exemples d'îlots, vous voyez, complètement fermés, en fait, avec des cœurs d'îlots internes, hein, un peu comme ça a été fait à Barcelone au siècle précédent. Et donc, tous ces essais qui sont développés par les disciples de Perret vont finalement aboutir, en fait, à un projet final. Là, vous voyez d'autres essais extrêmement denses pour justement régler la question de la densité. Il y a eu également des essais tout à fait intéressants en matière d'innovation technique, mais qui n'ont pas toujours été réalisés, avec notamment le fait qu'on allait enterrer en fait, tous les réseaux dans des galeries techniques. Et ces galeries techniques, vous voyez, seraient en fait à hauteur d'homme, en fait, et permettraient de transporter par toutes les ordures ménagères par des wagonnets, et d'avoir également un chauffage urbain, vous voyez, où en fait toute l'alimentation du chauffage desservirait directement les immeubles. Mais pour des raisons de coût, malheureusement, cette opération n'a pas été réalisée, parce que ça voulait dire aussi enlever tous les remblais qui étaient
sur place, puisque on n'a jamais évacué en fait les déchets des immeubles, on a construit en fait sur des remblais, et ça c'est un point très important dans l'économie de ce gigantesque projet. Voilà. Et donc le projet d'Auguste Perret, c'est quoi? C'est une architecture monumentale, puisque Perret se réfère toujours au classicisme du XVIIIe siècle en fait. C'est un moderne mais qui puise ses sources dans l'histoire de l'architecture française. Et donc c'est une composition monumentale basée sur deux axes. L'axe nord-sud avec la place de l'Hôtel de Ville et la rue de Paris donc, qui descend vers le port. Donc c'est la rue qui mène au port, hein, qui était la rue très animée à l'époque puisque le port était encore concentré dans ce secteur. Aujourd'hui c'est un désert total puisque le port s'est déplacé. Et un deuxième axe en fait qui est l'axe est-ouest en fait, qui part donc de la place de la mairie et qui va jusqu'à la mer, en fait, et donc avec une architecture monumentale qui va se constituer autour de ce qui va être appelé la porte Océane, en fait, donc la porte qui s'ouvre sur l'océan. Et donc Perret avait conçu cette porte non pas uniquement comme une ouverture vers l'océan, mais comme l'image en fait du continent européen qui apparaît depuis les grands transatlantiques qui venaient des États-Unis. Et donc l'architecture de cette porte ne doit pas être analysée uniquement du côté intérieur, mais également du côté océan. Bon, bien sûr, aujourd'hui, il n'y a plus de transatlantique, malheureusement, mais tout ce projet a été fait de cette façon-là. Voilà, et donc cette architecture très structurée, vous voyez, avec cette avenue Foch là, qui est extrêmement large, hein, qui reprend à peu près d'ailleurs les dimensions de l'avenue Foch parisienne. Hein. En fait, cette avenue existait déjà, mais elle a été redressée en fait et élargie en fait pour en fait accueillir l'axe monumental qui mène à l'océan. Voilà. Et donc, l'autre point très important, c'est la notion de la standardisation. Construire vite, c'est construire de façon standardisée, en béton armé, en répétant en fait un système qui va se moduler depuis l'échelle de la ville jusqu'à l'échelle de la pièce d'habitation. Et pour cela, exemple assez unique au monde, hein, Perret va concevoir une trame qui va se développer toute la ville. Donc là, vous voyez, je vous ai dessiné en rouge la trame constructive en fait et urbaine de la ville. C'est une trame qui fait 6,24 m de large en fait, de module. Et selon Auguste Perret, 6,24 m, c'était la portée optimale d'une poutre en béton, c'est-à-dire ça permettait à la fois une économie de matériaux et ça permettait également donc d'avoir des largeurs de pièces suffisantes, vous voyez, pour ne pas être entravé par des poteaux. Et donc cette trame va s'appliquer aux largeurs de rue, donc par exemple 12,48 m de largeur de rue. Elle va s'appliquer aux épaisseurs d'immeubles, immeubles d'épaisseur de 12,48 m. Et chaque module, en fait, va, puisqu'on aura 12 modules de 52 cm, ce qui fait 6,24 m, et chacun de ces modules de 52 cm sera l'occasion donc de positionner les cloisons, en fait, sur une trame de plancher nervuré, donc écarté à chaque fois, les nervures sont écartées de 52 cm sur lesquelles on va donc positionner ces cloisons. Donc vous voyez, c'est un système assez extraordinaire qui part de la ville et qui va jusqu'à la plus petite échelle de la construction. Donc sur ce plan il est assez intéressant parce que vous voyez aussi les immeubles en noir qui restent d'avant la gare. En fait, vous voyez qu'il y en a très peu. Il en reste pas mal hein, sur le boulevard qui mène à la gare. On a donc la cathédrale Notre-Dame qui reste, et puis on a quelques éléments épars. Il faut savoir que l'idée, c'était donc la table rase, et que en fait, beaucoup d'immeubles qui auraient pu être gardés n'ont pas été gardés, parce que l'idée, c'était vraiment un plan neuf, en fait, qui apportait cette nouvelle modernité d'hygiène et de confort. Et vous avez donc, vous voyez, en pointillé, l'ancien tracé urbain, vous voyez, donc le quartier du Perret a été, lui, totalement gommé dans son tracé pour un principe orthogonal. Et au départ, la trame d'Auguste Perret se continue jusqu'à la mer et devait en fait gommer l'avenue François Ier, mais pour des raisons économiques, parce qu'en fait on avait sur cette partie-là, au bord de la mer, donc les chantiers Augustin Normand, le projet de Perret n'a pas abouti jusqu'à la mer en fait.
Alors on a souvent reproché à Perret de ne pas avoir pris en compte le paysage maritime, mais il n'y était pour rien puisqu'on lui a justement interdit de ne pas pouvoir poursuivre sa trame jusqu'au littoral en fait. Hein. Et puis autre point aussi important, c'est le quartier Saint-François, vous voyez, qui est ici, qui va en fait échapper à Perret, puisqu'en fait les deux concessions de Perret, pour tenir, parce qu'il était quand même face à une opposition de la municipalité considérable en fait, on ne comprenait pas son architecture, les élus n'attendaient qu'une réplique à l'identique de ce qui existait avant, il n'était pas Havrais en plus, hein, c'était un hors-sein, donc beaucoup de facteurs qui faisaient que la municipalité faisait tout ce qu'elle pouvait pour empêcher ces projets. Et donc Perret va céder donc sur l'avenue François Ier, et également sur le quartier Saint-François, donc qui va revêtir bien sûr, qui sera doté d'une toute autre architecture en briques. Voilà. Et donc là, vous voyez sur cette photo aérienne qui doit être prise en, je pense, c'est 1949 à peu près. Vous avez justement les chantiers Augustin Normand, vous voyez, en bord de mer, là, ici. L'avenue donc François Ier, et vous avez donc, vous voyez que la trame qui est en train de se dessiner, les rues commencent à être tracées, et on a déjà, vous voyez, les premiers immeubles qu'on appelle les Isaïes, qui sont déjà construits, donc, puisque c'était la mesure d'urgence, les financements exceptionnels de l'État pour construire. Et puis vous avez plus loin, vous voyez, le quartier Saint-François avec les quelques immeubles qui restent, et puis le port qui a également subi de très gros bombardements. Voilà. Et donc la première phase, comme je vous le disais, donc, ce sont les Isaïes. Alors Isaïe, ça veut dire immeuble sans affectation individuelle. Ça veut dire que c'est la notion de remembrement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'immeubles parcelle par parcelle, mais que on regroupe en fait dans des mêmes immeubles en fait les logements. Et donc c'est une architecture que vous voyez qui fait de barres et de tours en fait. Donc ces tours sont très importantes parce que c'était aussi un signal urbain pour les transatlantiques. Il faut savoir qu'à l'époque, on est dans le mythe new-yorkais de la mégalopole, en quelque sorte, et l'idée de Perret, c'est en quelque sorte de créer un petit New York au Havre, en fait. Donc, quand on voit ces tours, il ne faut pas dire que c'est des tours qui sont anecdotiques et mal placées. Elles correspondent à l'esprit de l'époque, en fait, où il fallait donner une dimension gigantesque à la place de l'hôtel de ville, non seulement par l'hôtel de ville lui-même, mais par les immeubles qui les entouraient. Voilà, donc vous avez ces immeubles, vous voyez, qui sont vraiment de la veine de Perret, puisqu'ils ont été décidés par Perret lui-même, en fait. Hein. Et donc, vous retrouvez donc, les principes de combinaison d'échelle entre les tours et les immeubles bars, en fait, mais toujours avec une architecture très urbaine. Hein. Vous voyez ici les éléments de portiques, les commerces en rez-de-chaussée. Enfin, Perret fabrique vraiment de la ville. C'est pas du tout le grand ensemble, vous voyez, où l'espace collectif n'est pas défini. Vous avez derrière donc l'hôtel de ville lui-même, en fait. Hein. Et vous avez, vous voyez, donc cette standardisation. Vous voyez, toutes les fenêtres sont du même module. Et vous avez des degrés donc de différenciation, des balcons filants, vous voyez, qui viennent un peu, je dirais, pondérer cette forte hauteur, en fait. Tout cela autour de places tout à fait composées. Voilà. Et alors, voici un plan de logement donc, que je vous ai dessiné. Donc, vous retrouvez, vous voyez cette trame de 6,24 m hein, dans les deux sens. Hein. Vous voyez la trame de poteaux qui se trouve ici jusqu'au mur de Refend. Et donc, la trame de poteaux, quel est son intérêt? Bon, d'une part, c'est très économique. Et d'autre part, ça permet un libre aménagement de toutes les parties du logement. Et donc, si on prend par exemple ce 3 pièces qui est là, donc vous rentrez par un petit hall, vous avez donc le poteau qui est volontairement montré, il n'est pas caché, c'est un élément de décor de l'entrée. Et vous avez donc le séjour qui donne directement sur une cuisine. Alors ça, c'est la cuisine dite américaine, c'est une innovation considérable en fait, puisque aucun logement n'était fait comme ça au Havre, et donc les habitants au départ vont pas du tout apprécier en quelque sorte cette ouverture de la cuisine, puisque la cuisine était un espace un peu sale en fait, où qu'on ne montrait pas en quelque sorte. Et puis vous avez même, vous voyez, une chambre qui donne également sur le séjour. Et donc les façades sont porteuses, hein, c'est des façades, je dirais, préfabriquées sur place en fait. Et alors ce qui est intéressant, c'est de noter en quelque sorte la
l'épaisseur de l'immeuble, qui fait donc 2 fois 12 mètres 24 plus les murs d'épaisseur, ça veut dire à peu près 13 mètres. Et donc c'est très important puisque l'immeuble traditionnel à vrai, il fait dans les 8 mètres, 8 mètres 50. Et donc on passe à une nouvelle échelle qui est donc très économique parce que plus un immeuble est épais, plus il est économique dans sa fabrication. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de cette épaisseur, la lumière naturelle disparaît puisque au-delà de 5 mètres, on n'a plus beaucoup de lumière. Et donc l'idée de Perret, c'est de reporter les salles de bain et les WC qui étaient par habitude toujours placées en façade pour ventiler ces pièces-là. Perret, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va les placer à l'intérieur. Alors ça paraît banal aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, presque tous les logements contemporains sont faits comme ça. Mais à l'époque, c'est une révolution. C'est une telle révolution que le ministère de la Reconstruction refuse ce procédé parce que ces salles de bain et ces WC, il fallait bien les ventiler. Et donc Perret avait apporté un système suisse, on appelait ça les gaines suisses. En fait, c'est des chintes qui comportent ces deux conduits en fait, qui apportent une ventilation neuve et une deuxième ventilation qui extrait l'air vicié. Un système qui fonctionne très bien d'ailleurs, beaucoup mieux que la ventilation mécanique d'aujourd'hui. Donc ces gaines suisses en fait vont être adoptées par Perret contre l'avis du ministère qui va en fait bloquer les chantiers pendant 6 mois. Perret ne va pas céder, et c'est ça la force d'un architecte, c'est d'aller jusqu'au bout de ses idées, de ne pas être je dirais, à genoux devant son maître d'ouvrage, en tout cas quand on a raison, il faut faire ça. Et donc le ministère va céder parce qu'il y a une telle pression également des sinistrés, qui sont d'ailleurs regroupés dans des associations. Ces associations vont faire pression sur le ministère pour que ce chantier se fasse. Et donc, pour la première fois en France, vous allez avoir des gaines suisses, des ventilations en chaîne qui vont ensuite être la règle générale de tous les immeubles, je dirais jusqu'en 1972-75, où la VMC, la ventilation mécanique contrôlée, apparaît. Donc voilà. Et donc vous voyez que vous avez que des cloisons. Donc le logement, il peut être complètement transformé. Et puis, chose intéressante aussi, c'est que la salle de bain, vous voyez, dessert en fait les 2 chambres en fait. Voilà. Et donc cette trame, vous voyez, je vous ai dessiné ici en rouge la trame de 6 mètres 24. On la retrouve en plan, mais on la retrouve aussi sur les façades. Divisé, donc 6 mètres 24 divisé par 2, ça fait 3 mètres 12, vous voyez, c'est une hauteur de façade. Voilà. Et donc un des exemples intéressants aussi, c'est la rue de Paris, donc, qui devait être l'axe monumental menant au port, mais qui n'a jamais véritablement fonctionné du fait du départ du port. Là, vous avez un peu l'immeuble type qui avait été proposé par Le Corbusier, donc une architecture dite climatique. Alors pour Le Corbusier, une architecture régionaliste, c'est pas de faire des petits toits et des décors néo-normands, mais c'est de répondre en fait aux conditions climatiques de la région. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des galeries protégées de la pluie, ça veut dire aussi des matériaux de façade extrêmement résistants, et ça on le remarque notamment sur tout le secteur du front de mer, où vous avez des panneaux de façade avec des bétons extrêmement granuleux qui sont censés donc résister aux tempêtes en fait, alors que plus vous approchez du centre-ville, plus le béton devient lisse et change de couleur également, puisque le béton est très blanc en bord de mer en fait, et il est au contraire très rosé autour de la place de l'hôtel de ville. Donc ça, vous voyez, c'est l'immeuble type, alors qu'on pourrait penser totalement imaginé par Perret, mais qui en fait n'est qu'une reprise de la culture classique d'Auguste Perret, avec l'exemple de la rue de Rivoli à Paris, vous voyez, de ces immeubles du XVIIIe siècle, en fait, qui, fin 18e, début 19e, qui sont des systèmes arcades également, vous voyez, à galerie, et avec toujours ce balcon filant, vous voyez, au premier étage, en fait, et le même nombre de niveaux. Donc, vous voyez, c'est intéressant comment on peut passer d'une architecture ancienne, traditionnelle française, à une architecture contemporaine qui reprend non pas les décors, mais qui reprend en quelque sorte les points forts et les qualités. Voilà, et donc ça c'est l'immeuble type dessiné par Auguste Perret, donc d'après la rue de Rivoli. Toujours la préfabrication en béton armé, le balcon filant, vous voyez, premier étage également au R+3, avec l'idée aussi des terrasses végétalisées, en fait, qui ne se sont pas faites pour des raisons de budget, mais qui, je crois, aujourd'hui font l'objet d'expérimentations sur le Havre. Je crois qu'on a commencé
quelques végétalisations de terrasses. Donc vous voyez l'avancée des idées de Auguste Perret, il y a quand même plus de 60, presque 70 ans en fait. Hein. Il était vraiment très très précurseur sur les questions aussi de développement durable. Voilà. Et puis la qualité, c'est les logements, mais c'est aussi ce qu'on appelle les espaces de préhabitation, c'est-à-dire l'espace qui se situe entre la rue et la porte du logement. Vous voyez ici une cage d'escalier avec cette dualité de texture. Vous voyez le bois. Le bois verni, le béton bouchardé, la qualité aussi du garde-corps en acier. Et puis aujourd'hui, certains d'entre vous l'ont peut-être visité. Il y a un appartement témoin qui a été reconstitué, qu'on peut visiter régulièrement puisqu'il suffit de passer par l'office du tourisme. Hein. Donc c'est tout à fait intéressant parce que c'est un appartement qui a été donc meublé avec les plus beaux meubles, je dirais, de l'époque, qui étaient les grands designers comme Gascoigne, qui étaient les maîtres du design des années 50 en fait. Donc on retrouve à la fois la disposition du logement. Donc là, vous avez le séjour avec la chambre qui donne sur le séjour, donc sur la gauche, et la cuisine qu'on ne voit pas ici sur la droite, avec, vous voyez, des très beaux mobiliers, des tapisseries qui doivent être, je pense, de l'URSSA. Tout un décor, vous voyez, qui aujourd'hui a une valeur patrimoniale et historique tout à fait intéressante. Voilà, vous voyez la salle de bain ici, donc, qui dessert en fait les deux chambres, avec le carrelage d'époque, là, tout à fait typique. Et puis le poteau qui est situé dans l'entrée, donc vous avez ici le haut du poteau, vous voyez avec ce béton bouchardé remarquable, avec ces angles lissés, qu'aujourd'hui on aurait beaucoup de mal à faire, puisque la main-d'œuvre qui savait faire ça en fait a plus ou moins disparu. Donc c'est très complexe de retrouver cette qualité d'origine. Donc le béton, ça peut être parfois terrible quand c'est mal fait, mais quand c'est bien fait, c'est extraordinaire. Et donc Perret, il ne parlait pas du béton, il parlait de la pierre artificielle en fait comme nouveau matériau du XXe siècle. Alors le débat continue dans la presse locale en fait, avec la question justement de l'habitation, du logement. On parle de cellules, donc on parle comme de cellules de moines ou de prisonniers, vous voyez, puisque c'est cette standardisation qui rend très, très critique les Havrais, en fait, qui vont devoir adopter un nouveau mode de vie, donc. Et donc les articles sont tout à fait intéressants. Et puis donc cette idée justement d'un nouveau mode de vie moderne en fait, et puis une critique aussi en 51 sur le coût des opérations, puisque bien sûr la reconstruction a coûté cher, elle était de qualité, et il y a tout le débat aussi, et donc est-ce qu'on peut continuer à construire avec de tels budgets, c'est tout le débat sur le choix de qualité et rapidité de construction en fait. Hein. Alors il faut savoir que socialement, c'est plus du tout les mêmes habitants qui vont habiter le centre-ville. En fait, le centre-ville était habité par les plus pauvres, et en fait les plus pauvres vont se retrouver après essentiellement dans les grands ensembles comme la Marouche par exemple, et alors que donc le centre-ville va être en fait réhabité par une nouvelle population, je dirais de classe moyenne en fait, assez différente. Et donc ce qui explique aussi ce traumatisme d'une population ouvrière en fait qui est en quelque sorte expulsée de ce centre-ville en fait. Donc vous voyez à la fois la bourgeoisie et la classe ouvrière en fait ne reconnaît plus en fait son bébé d'origine. Voilà. Et donc le principe d'architecture qui est proposé, alors c'est pas le grand ensemble, c'est pas non plus des îlots urbains traditionnels, mais ce sont des îlots ouverts. C'est-à-dire que depuis la rue, vous pouvez accéder sans aucun problème dans les cours, en fait. Et donc tout est basé sur un principe de cour centrale, planté d'arbres, et qui intègre également des parkings semi-souterrains. Donc vous voyez ici la fosse qui permet d'éclairer les parkings qui sont sous les immeubles, en fait. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'en France, je crois, qu'on fait en fait des parkings souterrains sous des immeubles. Hein, c'est tout à fait exceptionnel. Et donc la question du véhicule, de la voiture, en fait, est vraiment posée par Auguste Perret.
Alors vous voyez que ces façades sont très ensoleillées. Alors ça fait partie justement des principes hygiénistes de cette reconstruction, puisqu'en fait, chaque îlot devait être testé en matière d'ensoleillement. Donc là, vous voyez que les plans masse sont dessinés avec les ombres, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne dessine pratiquement plus les ombres sur les plans masse. Vous voyez, ce qui est en gris, c'est donc l'ensoleillement. Et pour simuler, en fait, cet ensoleillement, l'équipe Perret s'était dotée d'un appareil particulier. Il n'y avait pas encore l'informatique à l'époque. Hein. Et donc, vous voyez, vous aviez un appareil assez sophistiqué qui, en fait, simulait la position du soleil avec une lampe et qui permettait donc de voir exactement l'ensoleillement des façades. Voilà. Et donc, autant cette reconstruction sera en quelque sorte difficilement, voire refusée par ses habitants et par les élus, en tout cas de la première municipalité, autant ce projet va faire sensation dans le monde entier. On va avoir des visites. J'ai eu la chance d'analyser les archives du fonds tournant de la reconstruction dans les archives du Havre, là. Et on a en fait, on avait toutes les revues de l'époque et les lettres aussi des visiteurs. Donc vous avez a priori presque toutes les équipes d'architectes du monde entier qui viennent visiter le Havre comme un exemple exceptionnel de standardisation, de réussite urbaine, vraiment de capital de la qualité architecturale. Voilà, et donc les revues sont multiples, hein. La revue Sciences et Vie, bien connue en fait, hein. Et donc on voit les phrases, c'est la cité où l'homme conserve sa santé et son équilibre psychique, où on ne travaille que dans des secteurs bien définis, donc vous voyez, on ne mélange plus le travail et l'habitation, où les quartiers d'habitation sont largement exposés à la lumière solaire, où les grandes voies de circulation restent à l'écart des blocs d'habitation, qui sont desservis par des voies annexes pourvues de parkings et de garages. 150 missions étrangères, des milliers d'hommes de l'art, italiens, anglais, allemands, hollandais, américains, suédois, norvégiens, japonais, russes et suédois ont visité les chantiers du Havre et ont constaté sur place ce que sera la ville après son achèvement en 1958. Voilà. Et donc dans la presse locale, on commence aussi à comprendre que le Havre fait partie d'un vaste dispositif de reconstruction et que notamment le port du Havre en fait fait partie également de ces éléments et donc des financements considérables bien sûr sont annoncés puisque la question maintenant c'est comment positionner le Havre dans une nouvelle stratégie économique mondiale en tant que puissance portuaire par rapport aux autres villes, que ce soit les grandes capitales étrangères ou bien les ports comme Southampton ou bien ou New York en fait. Hein. Donc il y a un enjeu, il y a une course de vitesse en quelque sorte là-dessus. Voilà, et donc ce qui est intéressant, c'est de se pencher aussi, non pas seulement sur l'esthétique, hein, de ne pas dire j'aime ou je n'aime pas, c'est froid, le béton, etc., mais c'est de comprendre comment c'était construit, parce que c'est toute une époque, c'est une mémoire aussi de toute une population d'ouvriers, je pense notamment les boiseurs des chantiers, les boiseurs des coffrages, en fait, qui ont joué un rôle considérable. Ici, vous voyez donc la construction de l'hôtel de ville, en fait, avec ces poteaux, vous voyez, magnifiques, hein, qui ne sont pas des cylindres, mais qui sont des espaces, enfin des éléments qui s'évasent vers le haut, en fait. Avec des chapiteaux tout à fait remarquables. Et donc, pour comprendre cette qualité, sur le chantier, il faut aussi comprendre les dessins, puisque, en fait, quand on regarde, vous voyez les dessins d'exécution de ces poteaux, notamment, vous avez un soin extraordinaire qui permet donc une application sur le chantier. Voilà. Et puis, les techniques, c'est donc, je vous parlais donc de la trappe 6,24 m et des modules de 12 cm. Donc, pour couler les planchers, en fait, on va inventer un système métallique tout à fait révolutionnaire, donc un système de nervures métalliques dans lequel on va coffrer, on va couler le béton en fait, et qui va être donc totalement répétitif et bien sûr réutilisable, alors qu'un coffrage en bois, on ne réutilise pas ou on le réutilise 2 ou 3 fois maximum en fait. Et donc c'est tout ça, vous voyez, qui fait que grâce à Perret, mais aussi aux entreprises, hein, puisque vous avez eu
des grandes entreprises comme GTM et autres, Thiro Morel, hein, qui ont fait en quelque sorte la gloire de cette reconstruction. C'est aussi par la technique qu'on va arriver à la qualité, quoi, et à la rapidité de construction. Et la force de Perret, c'est donc cette maîtrise du béton armé. Cette photo, elle est tout à fait significative de voir en fait un architecte qui trinque avec l'ouvrier. Aujourd'hui, dans une division du travail accrue, il est rare qu'on ait l'occasion de trinquer avec les ouvriers. Sinon éventuellement en fin de chantier. Et là, on voit que Perret maîtrise parfaitement les techniques, il est sur le chantier et il montre aux ouvriers comment faire. Ce qu'aujourd'hui, très peu d'architectes savent faire parce que la division du travail est ce qu'elle est et que la maîtrise de la technique n'est plus, a été en quelque sorte, malheureusement, en partie évacuée. Voilà. Et donc les grandes réalisations, c'est bon, c'est le, je dirais, l'icône du Havre, hein, c'est presque on pourrait dire le Taj Mahal du Havre en fait, avec cette église extraordinaire, donc avec son clocher que vous voyez ici donc sur la droite, qui donne un effet de vertige. Hein, je pense que c'est vraiment le lieu où on subit cette émotion architecturale de façon extrêmement forte. Hein. Donc bâtiment réalisé par Auguste Perret et ensuite par Raymond Odiger, qui était l'un de ses disciples. Hein. Avec, vous voyez, des détails tout à fait étonnants, c'est-à-dire que c'est pas un simple béton régulier. Chaque partie des bâtiments, vous voyez, c'est soit du béton bouchardé, soit du béton banché. Vous voyez, on voit les traces des planches sur certaines parties. On a tous les claustras qui sont indiqués. Donc c'est toute une composition extrêmement savante. Voilà, le collège Raoul Dufy aussi, avec ses claustras, vous voyez, qui... là aussi, font penser un peu à l'architecture d'autres régions. Il faut savoir que Auguste Perret, en fait, avait réalisé des projets en Égypte et qu'il avait été très influencé par les boucharabiais, vous savez, ces éléments de façade qui laissent passer la ventilation. Et en fait, c'était directement une inspiration des deux palais qu'il a réalisés en fait au Caire et à Alexandrie. Voilà. Et bien sûr, la tour de l'Hôtel de Ville, hein, qui a quand même demandé 17 projets différents avant d'aboutir à la réalisation et qui est signé de son adjoint Jacques Tournant, en fait. Hein. Donc c'est l'image toujours du beffroi, l'image du pouvoir politique qui dialogue avec le pouvoir religieux de l'église Saint-Joseph. Hein. Vous avez deux tours véritables au Havre, hein, c'est l'expression des deux pouvoirs, en quelque sorte. Et puis donc cette question du détail avec ces dessins qu'on a pu retrouver, vous voyez, pour l'hôtel de ville, avec ce chapiteau qui vraiment correspond, en fait, c'est l'idée du palmier, là aussi à Porte d'Égypte. Hein. Vous savez que les palmiers ont des sortes d'écorces comme ça, en partie haute. Et donc c'est une sorte d'architecture organique qui est inspirée directement de l'Orient. Voilà, et donc il y avait eu il y a quelques années une magnifique exposition Auguste Perret à Paris, là. Et donc ils avaient en quelque sorte reconstitué vous voyez, les moules de fabrication des claustras. Donc c'est toujours intéressant quand on comprend en fait le système avec des éléments grandeur nature. Voilà, et ça donne cette qualité. Là, ça c'est un immeuble sur l'avenue Foch, hein, peut-être le plus beau du Havre en fait, avec, vous voyez, ce traitement du chapiteau, le béton bouchardé, vous voyez, des poutres, et puis aussi tout le système de l'entrée. Vous voyez, c'est pas une simple porte sur un mur, c'est toute une séquence d'accès avec des matériaux, des couleurs différentes, des sortes de pointes de diamant, vous voyez, en béton rose. Et puis aussi le métal, vous voyez, qui joue un rôle aussi qui reprend exactement en quelque sorte les modules, vous voyez, en diamant départis en béton. Voilà. Et donc ce qui est assez étonnant aussi, c'est que cette ville a été très bien construite, hein, contrairement à d'autres exemples. Hein. Si on prend les cités radieuses de Le Corbusier, c'était beaucoup moins bien réalisé. Perret, qui était vraiment le maître du béton, a fait que, en fait, jusqu'en 1995 à peu près,
il n'y a eu pratiquement aucun travaux à faire, sinon un ravalement des façades en fait contre la pollution. Et là, donc on a quelques exemples où il y a eu quand même quelques carbonatations du béton armé, hein, du fait essentiellement de la pollution atmosphérique et maritime. Vous voyez, on a repris en quelque sorte, avec beaucoup de mal d'ailleurs, hein, on a réussi à retrouver, grâce à quelques bonnes entreprises, les textures d'origine. Voilà. Et donc le Havre, c'est surtout pas un ensemble de béton gris monotone, c'est un ensemble d'architecture au pluriel qui varie considérablement selon la lumière, selon la saison, selon les textures du béton. Il faut, quand on se promène dans le Havre, lever l'œil, regarder ce qui se passe. Et vous verrez, c'est fascinant, on ne s'ennuie jamais parce qu'on est dans tout sauf une architecture monotone. Voilà. Et donc juste quelques réalisations. Pour terminer, j'ai encore 10 minutes, ça peut, c'est pas trop, ça va. Le musée des Beaux-Arts, qui est lui réalisé par les architectes Lagneau et Sargère et le grand ingénieur Jean Prouvé, qui est en quelque sorte, je crois que c'est 1962 à peu près, et c'est un exemple assez intéressant parce que là c'est une architecture métallique, donc c'était plus du tout Auguste Perret, mais ça reprend malgré tout l'idée de la trame structurelle. Sur le bâtiment, et puis il y a aussi ce rapport, vous voyez, à la ville, avec on voit sur cette image là, en bas à gauche, la transparence du bâtiment par rapport à l'écrin des immeubles d'Auguste Perret. Donc un très beau bâtiment avec cet ensemble de, vous voyez, cette protection solaire en fait, qui permet à la fois de diffuser la lumière et d'éviter un ensoleillement direct sur les œuvres d'art. Voilà. Juste 2 mots sur la reconstruction du port. Bon, j'en reparlerai la prochaine fois en parlant de l'architecture industrielle du Havre, mais il faut quand même savoir qu'il y a eu beaucoup de bombardements également sur le port et qu'il y a eu des travaux considérables qui ont été faits, avec notamment les abattoirs qui ont été créés par un disciple direct de Perret qui s'appelle Théo Sarnal, avec cette magnifique toiture en double, c'est une double peau vitrée en fait qui permet d'éviter en fait l'échauffement du bâtiment du fait qu'on avait la viande conservée et qu'à l'époque on n'avait pas encore de système de réfrigération adapté. Donc ce bâtiment est tout à fait intéressant. Et puis on a eu le fameux hangar à coton, vous voyez, avec une architecture très, très systématique de modules préfabriqués. Et puis la question c'est aussi comment faire revenir les transatlantiques. Donc il fallait une gare, et donc on a reconstruit aussi une gare gigantesque en fait, pour que, là vous avez ici le France, hein, qui a fonctionné jusqu'en 1973, qui était vraiment l'image aussi l'image du Havre en fait, hein, l'image emblématique. Et puis autres architectures, bon, c'est par exemple le quartier Saint-François, qui n'est pas réalisé par Auguste Perret, donc dans une architecture beaucoup plus traditionnelle, vous voyez, avec de la brique, de l'ardoise, le maintien des rues existantes. Et puis il y a eu aussi beaucoup de villas individuelles, notamment à Sainte-Adresse, hein, des très très belles villas, on pourrait dire presque art déco en quelque sorte, même si on est en 1950. Voilà. Et puis je dirais la cerise sur le gâteau, le projet de la Maison de la Culture, puisqu'il y a eu à peu près, je crois, 20 projets de la Maison de la Culture qui ont été dessinés, avant que la municipalité du Havre ne fasse appel vers 1978 à Oscar Niemeyer, le grand architecte brésilien, qui avait notamment réalisé la ville de Brasilia. Et donc, Niemeyer, qui à l'époque était exilé politique, puisqu'il y avait, je crois, encore une dictature au Brésil, va réaliser cette œuvre exceptionnelle, avec des principes aussi constructifs intéressants, puisque pour construire des formes aussi complexes, il a dû utiliser en fait des coffrages bois des centrales nucléaires qui se faisaient dans la région en fait, hein. Et donc moi je me souviens, j'ai vu ce chantier, les coffrages étaient absolument extraordinaires. Et donc cet ensemble tout à fait typique de l'architecture moderne de Niemeyer, en fait, va devenir bien sûr un monument historique, hein. Il a été récemment restauré et fait d'ailleurs l'objet de quelques critiques dans le non-respect de l'architecture d'origine, mais enfin ça demeure néanmoins que c'est un bâtiment extraordinaire en fait, qui vient dialoguer justement avec la rigueur de l'architecture de Perret. C'est justement cette forme courbe, si vous voulez, qui montre cette dimension ludique de la culture en fait, par rapport à
l'habitation systématique qui est contenue dans les immeubles de Perret. Voilà. Et donc, la question, c'est comment, qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait, dans une ville comme ça, comment, en fait, communiquer, je dirais, pour montrer que cette ville est magnifique, en quelque sorte. Et donc, l'action de la municipalité, en fait, ça a été, je dirais, ça démarrait, en fait, dès les années 90, en fait, et ça a été surtout amplifié par la municipalité Ruffnac en 1995, ça a été en fait de proposer en fait une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, de proposer ce centre historique en fait comme un patrimoine mondial. Donc chose assez étonnante puisqu'il y avait à l'époque très peu de centres historiques qui étaient de cette époque. Je pense que c'était pratiquement le seul. Alors, il y avait des édifices modernes, mais il n'y avait pas de ville moderne dans son entité. Et donc le pari, ça a été en fait de proposer à l'UNESCO un dossier qui a été accepté. Et cette reconnaissance a été extrêmement importante puisque non seulement c'est une reconnaissance symbolique d'une qualité architecturale et urbaine, mais c'est aussi des retombées très fortes en termes touristiques notamment. Quand on prend le train le dimanche soir du Havre à Rouen, vous avez 30% du train qui est occupé par des touristes qui sont venus visiter l'architecture du Havre et qui feuillettent les livres qu'ils ont achetés en fait dans les différents musées du Havre en fait. Hein. Et donc c'est aussi donc une dimension économique par le tourisme, mais c'est aussi une nouvelle image de marque parce que pour que des entreprises performantes viennent s'installer, il faut aussi que les employés ou les cadres performants de ces entreprises acceptent de venir en fait. Et donc pour venir dans cette ville, il faut aussi démontrer qu'on est dans un cadre agréable, exceptionnel et historique. Et donc c'est tout cet enjeu que pose la reconstruction de cette ville, vous voyez, qui est tout à fait important. Voilà, j'ai à peu près terminé, donc juste deux références. Si vous vouliez, en dehors des visites que je vous souhaite vivement de faire dans les différentes rues et édifices, vous avez un ouvrage de référence qui a été édité donc par le ministère de la Culture, hein, les éditions du patrimoine, qui s'appelle Le Havre tout simplement, c'est dans la collection Les Cahiers du patrimoine. C'est cet ouvrage-là, vous voyez, qui est vraiment très complet, qui porte non pas seulement sur la reconstruction, mais sur l'ensemble de l'histoire de la ville, extrêmement bien documenté. Et puis vous avez le petit guide que j'avais réalisé il y a très longtemps, donc en 1991, en fait, sur les architectures du Havre, en fait, qui n'est plus édité, mais qui se trouve dans les bibliothèques. Je pense que j'ai à peu près terminé. Voilà. Et donc la prochaine séance sera sur le patrimoine industriel en France et au Havre, le 22 mars. Donc je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je suis à votre disposition.